frère, quoi. Il y a 2 frères dans le son, plus un frère. Dans l'amusement, là, moi, il y a eu 11 000. Nous qui donne l'argent. Tu peux me donner mon argent. Elle va nous donner notre argent. Hein. À cause de 11 000 entre là, tiens. Elle a pris, Non, hein. je vais garder pour. Non, c'est bon. Je vais garder. Oh là là, les filles, comment allez-vous? Très, très bien. Franchement, avec cette musique-là, Franchement. et puis la belle énergie qui prévaut toujours sur ce plateau. Je me demandais même si j'allais vous poser cette question, si vous allez bien, parce que Non, ça se on voit, va hein, super que- bien. Gâtez-moi qu'on a fait ici, c'est pas à cause de Willy. Est-ce qu'on peut faire gâtez-moi comme ça? Vous connaissez sûrement notre rubrique Inbox, celle qu'on aime toutes, et je suis sûre que vous vous demandez pourquoi on l'aime autant. Tout simplement parce qu'on reçoit des ondes positives de votre part et ça nous fait tellement plaisir. Je considère un peu qu'à un moment donné de sa vie, on a quand même besoin d'un peu de motivation, hein, les filles. C'est sûr. Un peu d'être boosté quelque part. Vous le savez, il est 14h, vous êtes sur Live TV. Nous allons donc recevoir ensemble notre invitée du jour sur le plateau du club. Elle saura comment vous booster. Elle saura donner un peu de motivation à ceux qui nous regardent. Je suis sûre que vous en avez besoin. Elle va nous partager son expérience et son histoire. Et elle, c'est Elivra Bikwa qui va nous rejoindre sur le plateau du club. Bonsoir. 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 Ouh, quand même. Alors, Elvira est venue avec un bouquin, donc un livre. Et on voit que c'est écrit Elvira Bikwa, donc on peut comprendre directement que vous êtes l'auteur de ce livre, c'est bien ça? Tout à fait. J'aimerais quand même qu'on apprenne à te connaître un peu plus, si tu peux te présenter. Alors, je suis Elvira Bikwa, je suis entrepreneur, PDG de l'entreprise Host Révélé, qui est un organisme de formation professionnelle où on accompagne des porteurs de projets, des entrepreneurs à pouvoir structurer et construire des entreprises qui leur ressemblent autour de leur mission de vie, de leur parcours, de leur talent. Et en parallèle, je suis coach en développement personnel et professionnel, donc je suis révélatrice de potentiel, c'est ma spécialité. Donc j'aide les femmes à pouvoir rebondir, gagner confiance en elles, afin qu'elles puissent libérer leur plein potentiel. Ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Hein. Et comment vous Et je faites suis écrivain de Renaissance et parcours d'une Une femme survivante. multitâche, on dira. C'est ça. Elle Voilà, fait c'est le ça. champion. Oui, c'est mon premier livre en fait, c'est mon livre, c'est mon autobiographie. Où je partage en fait mon parcours pour pouvoir motiver, faire de la sensibilisation Bien vraiment sûr. sur tout ce que les femmes vivent. Donc vous allez retrouver effectivement tous les mots sont tabous, donc je me suis vraiment mise à nu dans ce livre-là. Donc je pars de mes faiblesses, de mes fautes, ma descente aux enfers. Voilà, vraiment toutes les femmes se retrouveront dans ce livre et même les hommes d'ailleurs. Donc Ah vous oui, arrivez à c'est booster cool. certaines personnes à travers votre histoire. Oui, Et entre ça autres, fonctionne. puisque déjà avec le coaching, puisque j'accompagne des femmes, je les forme pour ça, dans tout ce qui est autonomisation de la femme et autonomisation aussi émotionnelle, puisque c'est de ça dont on a besoin. Donc voilà, et ça c'est vraiment un plus, donc c'est je veux dire un héritage que j'ai voulu laisser, parce que souvent une histoire on la raconte, mais parfois ça part. Elle se perd. Voilà, au elle se fil du perd. temps. Et Oui, donc du coup bien j'ai sûr. voulu immortaliser effectivement cette histoire pour que nos descendants, en fait, nos futurs enfants, la ou, future la génération. génération puisse avoir en fait ce genre de livres, de messages qui puissent les éviter à faire les erreurs que j'ai commises par le passé. Alors, j'entends quand même un accent qui n'est pas celui de la Côte d'Ivoire. Si on peut avoir vos origines, Alors je suis d'origine congolaise, de Brazzaville. d'accord? Voilà, je suis franco-congolaise, mais voilà, de Brazzaville parce que du coup il y a deux Congos. Donc vous Donc, venez je du suis- Congo, donc si je comprends bien, vous parlez le lingala. Tout à fait, Est-ce qu'on peut avoir un peu... bien sûr. voilà, on va vous donner quelques petites phrases comme ça. Mhm. Et avec Esther et Niki. Et puis D'accord. moi, j'aimerais bien savoir comment ça se dit en lingala. On le fait avec nos invités qui viennent par exemple du Cameroun et autres. Ok. J'espère que ça ne vous dérange pas. Non, pas du Donc tout. on va y aller. Alors comme on dit, j'aime votre émission Le Club. Nalingi, émission Nabino le club. Nalingi, Nabino, émission Le Nalingi, Club. émission Nabino le club. Nalingi, Nabino, émission. Nalingi, émission Nabino, le le club. club. Ah, Nalingi, voilà. Nalingi, émission. Nalingi c'est j'aime en fait. Ah, C'est comme si je d'accord. te dis je t'aime, donc je dis Nalingi yo. Yo Ah. c'est toi. Ah, C'est vrai. Nalingi, Oui. oh. Comment je dis moi aussi alors Ngaipe. Ngaipe, Nalingi Nabingi. yo. Voilà. Alors moi j'ai quelque chose d'autre. Ici en Côte d'Ivoire, tu vis là? Non, je vis pas là, je suis de passage. De passage depuis Voilà. combien de temps? Depuis une semaine, j'ai été invitée en fait à une conférence, à intervenir en tant qu'oratrice à une conférence samedi dernier. Donc j'ai été invitée par l'ONG Le Fard. Et c'est pour ça que je suis là. Donc j'ai profité aussi pour faire aussi de la sensibilisation, visite aussi d'autres ONG qui sont effectivement dans notre vision et dans nos valeurs. Je suis sûre que tu vas en rencontrer plusieurs parce qu'ici on aime, hein, on est altruiste également. Mais au-delà de ça, tu sais que l'Ivoirien est très affairé.
Genre, on aime bien ça. Donc, si tu as su t'imprégner de cela, je voudrais que tu le dises à ta sœur ivoirienne en lingala. L'affaire, si, genre l'affaire là, l'affairage est sérieux. L'affaire est sérieuse. Affairage, comment me dire Je sais qu'il y en a qui disent Congo ça, Voilà. On va dire quoi? Likambo est sérieux. Les camboyos sérieux. Mais quand même, si vous remarquez, il y a quelques phrases, par exemple, émission, ça reste émission. Oui, parce qu'après, je ne peux pas, franchement, si je dis, moi-même personnellement, je ne saurais pas vous dire la traduction littérale en lingala, ça va être vraiment du lingala pur. Ça reste sérieux. Au-delà de ça, vu que le lingala, c'est un peu... Enfin, c'est vieux, c'est depuis toujours chez vous. Je veux dire, il n'y avait pas d'émission à une certaine époque, donc personne n'a cherché ou pensé à trouver la traduction de ce mot-là. Même toi, si tu dois trouver un dida, le mot émission, tu vas parler, puis à un moment donné, tu vas dire émission. Voilà, il y a des pareil. Après, moi, il y a des mots, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de faire des dictionnaires ou des applications comme ça de traduction. Il y a des personnes qui y travaillent vraiment pour pouvoir à chaque fois améliorer, puisqu'à chaque fois, c'est une mise à jour, en fait. Il y a des nouveaux mots qui sortent aussi et voilà. Après, moi, j'aime beaucoup l'amour, parce que je me dis que l'amour est le socle même de la vie, des êtres humains et même de la femme. Donc, comment on dit je t'aime? Voilà, mon amour en lingala. Bolingo Nangai. Bolingo Nangai, c'est mon amour. Et puis, je t'aime, Nalingio. Donc, les deux, ça fait Nalingio, Motema Bolingo Nanga. Yes! Ou Nalingio, Motema Nanga. Motema Nanga, c'est mon cœur, en fait. C'est dingue parce que si jamais ton amoureux ou ton amoureuse est en train d'aller avec le train en voyage, le temps, tu vas lui dire je t'aime. C'est tellement long. Le train est parti. C'est quand même long. Alors, tu parlais d'une histoire tout à l'heure, donc que tu as écrit ton histoire dans ce livre pour booster et motiver certaines femmes et même les hommes. On aimerait quand même que tu nous partages ton histoire sur ce plateau, qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet là maintenant. Avec plaisir. Alors, donc tout part du divorce de mes parents. Donc à l'âge de 15 ans, donc mes parents décident de divorcer. Et c'est ainsi, dans cette procédure de divorce, que je découvre que celle qui a toujours été ma mère ne l'était pas. Et donc ça fait un boom émotionnel, psychologique et tout. Donc perte d'identité, de repères, et je ne comprends pas. Je me dis finalement, c'est qui ma mère? Parce qu'on me dit que, en fait, il a fallu ce divorce pour que je découvre en réalité que cette femme que j'aimais énormément, que je considérais comme ma mère, comme annonce du jour au lendemain, que il y a une autre qui va remplacer, que celle-là, c'est pas ta mère. Donc, c'est un peu chaud. Attends, pause d'abord. Ton histoire est très intéressante. À ce moment-là, vous viviez où? En France ou au Alors, Congo? on vivait en Italie. En Italie? On vivait en Italie. Donc, c'est vrai que très petite, mes parents, donc mon père, pour sa spécialisation en médecine, il est allé faire sa spécialisation en Italie. Donc, on est parti avec ma mère. Et donc, quand il a fini sa spécialisation, il fallait qu'on rentre, en fait. Donc, j'avais 12 ans, 13 ans par là. Donc, quand on repart au Congo, donc on rentre définitivement au Congo parce qu'il venait de finir en fait sa formation. Et quand on arrive en fait, donc il y a des problèmes qui s'accélèrent et puis mes parents finissent vraiment par divorcer en fait. Mais avant ça, est-ce que c'était un foyer vraiment amoureux? Non, très amoureux parce que du coup j'étais toute seule avec mes parents. Donc j'étais une fille très choyée vraiment et toute seule. Enfant unique. Voilà, enfant unique. Voilà. Et ça se passait super bien en tout cas. Et même puis, du coup, entre les deux? Oui, franchement c'était bien. Et vous savez souvent quand on est à l'étranger, les choses se passent souvent bien. On a remarqué qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent quand ils changent d'environnement. Vous savez, quand la vision de l'Occident, en fait, la manière dont les couples vivent en Europe, c'est pas la même manière dont les couples vivent en Afrique, par exemple. En Europe, il y a des hommes qui vont être là pour aider leurs femmes, qui vont... Voilà, moi, par exemple, mon époux actuel, en tout cas, il est là. Là, par exemple, je suis venue, il gère les enfants. On a 4 enfants, il les gère, il comprend, il me donne de la place, il m'aide, il m'accompagne. Mais maintenant, quand on va en Afrique, parfois, c'est le regard aussi des amis, la mauvaise influence qui vont vous dire, oui, mais toi, tu es bête. Voilà, tu as tabassé, comment tu passes de faire ça, pourquoi tu fais la vaisselle, tu es un homme. Voilà. Et en fait, c'est ce choc. C'est ça qui a changé tout. Tout à fait. Souvent, c'est souvent fréquent. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'apprends que finalement, c'était pas ma mère. Et comment tu l'as appris? En plus, on ne me l'a jamais dit. Donc, c'est vraiment... De C'était bouche à violent. oreille. On ne m'a même pas préparé pour me le dire. Donc, j'étais allée voir... C'était violent de la part de ton père? Non, c'est même pas de la part de mon père. C'est même pas mon père qui me l'a dit. C'est-à-dire, je suis partie en vacances. C'est-à-dire, j'avais ma maman biologique même,
que j'appelais par ma tante. Pour moi, je me disais que c'était ma tante, en fait. Ah, c'était un secret de famille, au fait. Genre, ta maman biologique se faisait passer pour ta tante. Et c'était ta tante maternelle ou paternelle? Paternelle. On va dire maternelle, je crois. Je vais pas dire maternelle. Wow. Maternelle. Et donc, du coup, elle se faisait passer par ma tante. Donc, comme nous sommes rentrés, donc elle voulait me voir. Donc, de temps en temps, elle passait me voir. Elle demandait à ce que je passe quelques jours, que j'aille visiter, en fait, là où elle habitait. Et du coup, un jour, elle m'a prise. Je suis allée chez elle et elle avait aussi des enfants. Et en fait, ceux qui étaient mes cousins, c'était mes véritables sœurs et c'était frères. mes frères et sœurs. Waouh. Et Mais alors, ta tante, t'as eu avec qui? Ta vraie maman. Ta tante et mère biologique, c'est Avec qui? ton père. Ton Mais- père. en fait, c'est mon père. En fait, ma tante, ce n'était pas ma tante, c'était ma mère Oui, biologique. ça, je l'ai bien compris. Voilà. Mais c'est qui le père, l'homme avec qui elle t'a eu? C'est son père, C'est mon père. avec qui elle Donc vivait. ensuite, ton père se met avec sa sœur. Non, en fait, c'était moi quand j'étais petite, donc du coup, moi, j'étais T'étais un peu complètement embrouillée, un en peu fait. embrouillée, je cherchais pas à comprendre. Donc on me dit simplement que c'était ta tante et tout. Donc pour moi, je cherchais C'est pas à pour ça comprendre. que j'ai posé la question si c'est ta tante maternelle ou Maternelle. paternelle. Elle Donc, est on la qui faisait dans parler, on la faisait passer pour une tante maternelle, on dirait une cousine Alors de ma mère et qu'elle n'a tout. pas de Alors lien que de pas parenté. du tout, non, pas Voilà, du tout. D'accord. Voilà, c'est ça. Et, et donc du coup, c'est comme ça que dans les conversations, il y a la copine en fait de ma tante qui est censée être ma mère biologique. Je crois que ce jour-là, elle a pété un plan, en fait, c'était plus fort qu'elle, et puis elle a dit non, mais il va falloir que vous lui dites la vérité, ça ne peut plus continuer comme ça. Et puis j'ai dit, mais elle parle Ça, c'était de quoi après le divorce. Ouais, c'était après. D'accord. Je dis, mais vous parlez de quoi, en fait? Ah, mais écoute, je te dis ça comme ça, il faudrait que tu saches que ça, c'est ta mère. Je dis, non, tu rigoles, en fait. En fait, c'est comme ça que c'est sorti, en fait. J'ai dit, mais c'est ma tante. Non, 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 c'est ta mère. En fait, c'est là où cette dame, qui était la copine à ma maman, qui a commencé vraiment à insister, qui dit, non, mais en fait, c'est ta mère biologique, celle qui t'a mise au monde et tout ça. On va juste s'arrêter là. On va regarder une petite vidéo et on revient juste après. Tu es forte. Tu as eu, tu as ou tu auras forcément des passages à vide, des moments compliqués, des phases de déprime, des baisses de motivation. Mais tu vas te relever. Tu vas te relever parce que tu es plus forte que toutes ces phases de la vie. Toutes ces phases où tu as l'impression que tu n'y arriveras pas, que la seule issue est d'abandonner, de tout lâcher. Mais d'abandonne pas. Ne lâche pas. Jamais. Ne donne pas aux autres ce qu'ils attendent. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Pas pour moi, pas pour eux, mais seulement pour toi. Donc voilà, hein, donc on remarque qu'il y a pas mal de personnes aussi qui partagent leur vécu, leur histoire pour booster d'autres personnes. Et je pense que ça le fait. Ça donne cette petite motivation à certaines personnes qui peut-être eux aussi ont déjà vécu cette situation ou vivent actuellement la même situation que vous. Alors juste pour vous dire que Niki a pris une toute petite pause, on va continuer sans elle le temps qu'elle revienne. Donc on était arrivé au moment où l'ami de ta maman t'a annoncé que ce n'était pas ta maman. La première fois, quand tu as entendu, mais je te le dis comme ça, c'est pas ta maman, comment tu as réagi? Est-ce que tu l'as pris est-ce que tu pensais que c'était vraiment vrai ce qu'elle disait? Ben non, dès le départ, c'est tellement violent qu'on refuse d'y croire. On a l'impression qu'elle... En fait, on se pose des questions. Est-ce que je rêve, j'hallucine? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle s'amuse, elle a bu? En fait, il y a tout qui me remonte, en fait. Donc, on n'y croit pas d'emblée comme ça, d'un coup. Mais quand même, il y a une part de vérité que l'on entend. Et après, ben, c'est au fur et à mesure en fait, qu'on va chercher maintenant la vérité. Mais c'est vrai que d'emblée comme ça, on ne peut pas dire que c'est... C'est-à-dire on essaie d'accueillir la nouvelle, mais en même temps, on est un peu perdu. Bien On sûr, ne surtout sait- quand on a 13 ans, 14 15 ans, j'avais. 15 ans. Mhm. Moi, quand j'entends ça, c'est la fameuse vérité que j'ai Tout envie à de fait. savoir. Ce que j'entends, c'est que ta mère adoptive a réussi son rôle parce qu'elle Tout a à su fait. te donner Tout à fait. l'impression de L'amour et t'aimer tout à au fait. point où tu croyais que c'était ta vraie maman, on va Voilà, dire ça comme c'est ça. Et puis, on a l'autre qui, quand même, n'a pas voulu perdre pied avec son enfant. Mais quelles sont les véritables raisons qui ont pu la pousser à renoncer à son rôle de maman, alors que, en soi, c'est pas grave d'avoir fait un enfant avec un homme qui ensuite se remarie avec quelqu'un et veut garder l'enfant. Du coup, la belle-mère réussit à être une bonne maman. On est contente. Mais comment est-ce qu'on justifie le fait d'accepter de représenter pour l'enfant pendant quelque temps une tante? Regarde, vu que Niki s'est absentée, ma CP, je vais me mettre en face de toi parce que j'ai envie d'entendre ta réponse voilà, en t'ayant droit
en face de moi, Ouais, comme c'est ça, droit bien. dans les yeux, et dis-nous, c'est quoi cette fameuse vérité? Ben, en fait, je ne saurais pas trop vous le dire parce que c'est... déjà, on ne me l'a pas dit directement. Et ce que je sais, c'est que c'est parce qu'on a dû quitter le Congo pour aller à l'étranger. Donc à ce moment-là, eux, ils étaient séparés, ils se sont séparés. En fait, c'est ma maman qui a pris le relais, celle qui m'a élevée. Ah, c'était à quel âge que vous avez quitté Donc l'âge pour j'avais toi? 2 ans et demi par là. D'accord. Donc c'est ma maman qui avait pris le relais et elle est restée au Congo. Donc ce qui explique peut-être que le fait que du coup je suis restée avec elle et que pour moi on m'a fait comprendre que c'était elle ma maman. Ils l'ont fait à son insu. Je veux dire, ton papa et ta belle-mère ont décidé de faire passer ta belle-mère pour ta maman à l'insu de ta mère biologique. Non, je crois qu'elle le savait ou peut-être que C'était elle se mieux pour disait ton que c'était équilibre. mieux pour mon équilibre en fait. Je crois que ça doit être ça. Après, comme je vous ai dit, c'est des choses, c'est assez tabou et même pour aller chercher de l'information, c'est difficile. Même pour en parler, c'est difficile. Donc moi, en tout cas, j'ai essayé de prendre un peu les brides de ce que j'avais pour pouvoir écrire le livre. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, je crois que c'est dans ce sens-là, c'est parce que, bon, partant à l'étranger, qu'elle restant, il fallait que, bon, peut-être j'ai un équilibre et que je m'attache vraiment à cette femme qui était devenue ma maman et que, puisque mes parents se sont séparés, donc je crois que c'est dans ce sens-là qu'elle a dû laisser les choses se C'est faire. vrai que D'accord. ça peut choquer du moins, mais la mentalité africaine couvre l'enfant souvent à tel point que nous autres, on ne peut pas comprendre certaines perceptions. Moi, je reste sans voix, mais j'arrive à comprendre depuis quelle langue est-ce qu'il se disait ne pas mal faire, en fait. C'est compliqué, mais ça s'entend. Un peu trop compliqué. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, finalement, après, je commence à faire les recherches. Donc, c'était difficile parce que c'est assez tabou. Donc, même, je n'allais pas aller voir mes parents pour leur dire. Alors, c'était assez difficile. Et donc, j'essayais de trouver la vérité comme je pouvais. Et puis, finalement, j'ai compris que c'était vraiment vrai parce que à l'école, par exemple, quand on me demandait un acte de naissance, quand je suis repartie sur mon acte de naissance, vraiment, c'est là où j'ai vu vraiment le nom de Ta maman. voilà. Et c'est comme ça que j'ai compris. Et puis, il fallait maintenant que je commence à créer le lien. Bon, en fait, ça prend du temps, mais ça laissait des séquelles. Donc, à ce moment-là, j'ai créé une sorte je veux dire, j'étais assez confuse dans ma tête. Je me sentais aussi rejetée parce que mes cousins, qui étaient censés être mes frères, il fallait que je trouve une place. Parce qu'après, quand j'ai compris que c'était moi l'aînée, puisque j'étais plus grande que, voilà, j'étais un peu l'aînée. C'est difficile parce que eux, pendant toutes ces années, ils m'ont jamais connue. Et c'est une étrangère qui débarque dans leur vie comme ça. C'est vrai que tout ce parcours, pendant que je grandissais, ma maman recevait quand même des photos de moi, elle me voyait grandir. Donc mes frères et sœurs, celles qui viennent juste après moi, c'est difficile pour elles quand je suis repartie, parce qu'elles se disaient non, mais c'est moi qui suis l'aînée en fait. Naturellement, ce sont les demi-frères. Voilà. Et donc, du coup, c'était difficile J'essaie de trouver ma place, mais en même temps, c'était un peu difficile pour eux aussi de m'accueillir aussi. C'est vraiment de trouver sa place, en fait. Donc, tout ça, ça a créé des blessures émotionnelles, de la rébellion, des envies de suicide. Voilà, beaucoup de choses de Est-ce ce genre. que l'époux ou le partenaire de ta mère biologique, lui, savait qu'elle avait un enfant Oui, bien avant sûr, bien sûr. ce qu'elle a eu avec Bien lui? sûr, bien D'accord. sûr. bien Et sûr. comment ton père a réagi je suppose que quand tu as appris la nouvelle, tu lui as posé quelques questions. En fait, c'est très difficile. On n'en a jamais parlé, en fait. Bon. On n'en a jamais parlé directement comme ça. Mais en fait, après, ça s'est fait naturellement. Il a fini par comprendre que j'avais compris. Mais il n'est jamais venu me dire non, mais finalement, non. Parce que que- pour eux, c'est pas grave. Voilà, c'est surtout ça le problème en fait, c'est D'accord. qu'on se dit que l'enfant subit, on ne comprend pas que derrière cela, il y a tout un bouleversement, il y a une cassure. Et moi, j'étais très attachée à cette femme-là. Et puis finalement, après, quand mes parents décident de divorcer, parce qu'il y avait déjà le divorce de ma mère, puisque moi, je venais de cette relation-là où je suis le seul enfant qu'ils ont eu. Et après, il y a eu le divorce aussi de ma mère, celle qui m'a élevée. Donc il y a une autre qui a remplacé. Et donc, il fallait m'habituer maintenant avec Ça, c'était ma à nouvelle quel maman. âge? Donc La là, nouvelle j'étais maman. déjà adolescente, on va dire. J'étais déjà adolescente. Est-ce que tu as été tentée d'aller vivre chez ta mère biologique? Non, c'était juste pas possible parce que j'étais, on va dire, la prunelle des yeux de mon père, en fait. Mon père a toujours été habitué, en fait, s'est toujours habitué à vivre avec moi.
Même quand on partait, je crois, en Europe, il n'a jamais voulu me laisser. Donc pour lui, c'était hors de question qu'il vive sans De moi, son en fait. second mariage, ils ont eu des enfants? Non. En réalité, ma mère, celle qui m'a élevée, elle n'a pas eu d'autres enfants. Donc j'étais la seule. Est-ce que tu as gardé les contacts avec elle? Bien sûr. Je peux pas. C'est ma mère, en fait. Je peux pas. Pour moi, ça ne change rien, en fait. Tu as donné beaucoup d'amour. Voilà. Et avec la nouvelle, ça se passait comment? Avec la nouvelle, ça se passait bien, mais en fait, comme je dis, on change en fait d'environnement et c'est comme une cassure. Et puis on repart à zéro et on essaie de trouver en fait où est-ce qu'on se met. Et finalement, j'ai accueilli cette nouvelle maman parce que j'avais pas trop le choix de toutes les façons, donc j'ai accueilli cette maman tranquillement. Et après, il y a eu mes autres frères et sœurs qui sont arrivés aussi. J'ai beaucoup aimé, et puis forcément on avait des grands écarts, au moins un minimum de 10 ans, puisque pendant toutes ces années-là, j'étais la seule en fait. Et puis finalement, j'arrivais pas, il y avait toujours de problèmes à la maison, je me sentais toujours mal, j'avais toujours de problèmes vraiment de trouver de repères, que ce soit du côté de mon père, de ma mère. J'avais l'impression que j'étais la pièce qu'on avait rapportée, en fait, ni à gauche ni à droite, je ne trouvais pas ma place en fait. Et du coup, je suis rentrée dans une relation toxique. Pour faire un peu court, donc je suis rentrée dans une relation toxique. Là, j'avais 25 ans. J'ai rencontré quelqu'un et je lui ai expliqué, quoi. Je lui ai parlé de mes faiblesses, voilà. Et il a surfé dessus. Voilà, il a surfé dessus. Il a compris que c'était une brebis qui était très, très, très fragile. Voilà. Et ça se faisait tellement voir. Je n'avais pas confiance en moi à cette époque-là. J'étais en manque d'affection et pourtant j'avais un père qui m'a toujours aimée, qui me donnait autant d'amour, mais je ne me retrouvais pas en fait. Bien sûr, c'était normal. Donc je me sentais vraiment beaucoup rejetée en tout cas. Incomprise, rejetée, personne ne me demandait comment je me sentais. Et c'est vrai que souvent en Afrique, on a l'impression que voilà, on s'en fout un peu des enfants, quoi. On se dit, bon, ben c'est bon. Or qu'en fait, on est les victimes vraiment de beaucoup de choses. Et donc, je rentre dans cette relation-là. Donc, au départ, c'est toujours assez sympa. L'homme se présente d'une manière assez gentille, bienveillante et tout. C'est toujours le début, c'est comme ça. Il y avait un grand écart d'âge? Non, pas du tout. On avait 3 ans. D'accord. Et finalement, du jour au lendemain, il commence en fait à avoir des propos assez violents. Donc, ça commence toujours par des propos, des mauvaises paroles. Tu sais que tu n'es rien, en fait. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter d'une histoire, d'une dispute que vous avez eue? Oui, celle qui t'a vraiment marqué. Ouais. Il y en avait tellement. Alors, il faut savoir que pendant tout ce parcours, tout le temps que j'étais avec lui, puisque du coup, on a changé, parce que je suis partie en Afrique, après je suis revenue, je suis allée m'installer en France. Donc c'est comme ça que je rencontre cette personne-là, mon ex-conjoint, et je tombe enceinte. Donc quand je tombe enceinte, il y avait cette violence. Il y avait cette violence. Donc, avant de tomber enceinte, il y avait déjà cette violence. Je me dis, bon, comme je suis enceinte, ça va s'arrêter. Non, c'était de pire en pire. Donc, c'était, par exemple, si je sortais, par exemple, avec une amie qui venait me voir, si j'arrivais à une heure qui lui... En fait, c'était même pas le soir, qu'il estime et tout. Pas correct. J'arrivais, il y a des fois, il me frappait devant ma copine, en fait. Non. Et une fois, il y a une copine il est arrivé, en fait, il m'a donné un coup. Je crois que j'avais... des ongles, je crois qu'il y a un ongle qui s'est cassé. Après, parfois, il me prenait par les cheveux et puis il m'arrachait et puis il me tapait. En fait, c'était pour tout et pour rien, en fait. Et chaque fois, il y en a tellement des anecdotes comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que c'était assez violent, non seulement physiquement, mais aussi verbalement. C'était au bout de combien de temps de relation? En tout cas, ça s'est fait, je veux dire, au bout de 4-5 mois après que ça a commencé. Parce qu'au départ, je ne le voyais pas venir, en fait. Et vous savez, quand vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, vous êtes dans l'objectif de pouvoir commander l'amour, en fait. Vous êtes en manque. Et donc, vous êtes prête à faire tout et n'importe quoi. Donc, au départ, c'est assez vicieux. Je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. C'est-à-dire, on te déforme, tu n'es plus toi. Et à chaque fois, plus tu en fais, c'est jamais suffisant. Ah, et des fois, c'est des remarques comme tu ne peux pas bien, c'est quoi cette nourriture, tu vaux rien. Vraiment, toujours, il n'y a rien qui n'était pas bon, qui était bon pour lui. Donc, à chaque fois, c'était vraiment, mais vraiment, c'est de la manière de faire, dans un dédain, de l'humiliation devant les gens. C'est beaucoup de choses, en fait. Donc, c'était beaucoup de violence psychologique et aussi physique, en fait.
Donc ça peut être une amie qui arrive et puis du coup il n'est pas content que tu rentres à une heure qui n'est même pas tard, bah, il te fout une gifle devant ta Quand copine. tu sors de cette relation? Donc je reste là et puis finalement je m'éteins un petit feu. Donc j'ai fait un peu plus d'effet yo-yo, donc je rentre dans la boulimie. Je commençais à manger, me faire vomir. Ensuite, après, dépression. Et après, je passe à la dépression à l'anorexie. Donc, c'était un peu... à chaque fois, j'avais des maladies psychosomatiques qui me détruisaient vraiment. Des problèmes gastriques, de l'estomac et tout. Et puis, jusqu'au jour où un médecin me dit clairement que madame, il va falloir qu'on m'opère. Parce que du coup, ça avait une incidence aussi au niveau de mes reins. Le bébé, est-ce que tu l'as eu? Oui, je l'ai eu par la grâce de Dieu. En tout cas, malgré... Alors, le bébé aussi a eu des séquelles. J'imagine. Voilà, parce que j'étais tout le temps en train de pleurer. Donc, j'étais tout le temps en train de pleurer, puisqu'en fait, les enfants, en fait, ils absorbent L'énergie l'énergie de la maman. La maman. Et j'étais une maman pas du tout heureuse. J'étais heureuse d'avoir, en tout cas, mon enfant. Mais je n'étais pas dans un environnement qui était sain, parce qu'il y a des fois, quand il s'énervait, il me disait « Non, mais écoute, tu ne manges pas aujourd'hui ». Et le bébé, au moins, il mangeait? Bah, tu manges pas, qu'est-ce que je faisais? J'allais frapper chez des voisins pour qu'on me donne à manger. Et à l'accouchement, ça continuait comment? Donc à l'accouchement, le lait à voilà, donner. à l'accouchement, parce qu'en fait pendant toute cette période-là, ce que j'ai omis de dire, c'est qu'en fait à un moment donné, je me retrouve dans une situation administrative qui n'était plus bonne. Donc je n'avais plus de Papier. Voilà, je n'avais plus de papier. Et donc lui aussi avec ça, il en profitait vraiment aussi pour abuser de moi, parce qu'il savait que je ne pouvais pas. J'avais peur d'aller porter plainte, j'avais peur de me présenter devant les flics pour leur dire ce que je subissais. Et donc, il en profitait. Donc, quand j'accouche, quelques temps après, ben, je me mets à retrouver une activité. Donc, aujourd'hui, l'un de mes messages aussi, c'est vraiment que je travaille beaucoup sur l'autonomisation de la femme aussi, c'est par rapport à ça, parce que je dépendais financièrement aussi de cette personne-là. Donc, puisque je n'avais pas de papier, je ne travaillais pas, j'étais enceinte. Donc, quelque part, ben, c'est lui qui fait tout pour vous. Et donc, vous êtes un peu sur ça. Et quand tu dis que le bébé a eu des séquelles, c'est quoi exactement? Étant donné que je pleurais énormément, quelques années après ma séparation, donc on a décelé en fait un handicap, mon fils. Alors ça c'était aussi violent, j'ai fait une dépression je crois de 3 ans quand j'ai appris ça. Et j'étais en train de remonter la pente et puis finalement quand j'apprends ça, et en fait j'ai beaucoup culpabilisé. Parce que je me suis dit, c'est parce que je suis restée là autant de temps et que bah, c'est le choix que j'ai fait qui fait que bon, aujourd'hui c'est ça. Bon. Après, il y a toute une thérapie que j'ai dû faire pour vraiment pouvoir accepter cela et puis pouvoir avancer. Mais c'est dur. Donc du coup, je décide de sortir de là parce que bon, je suis passée par une opération chirurgicale très intense et où j'ai failli mourir. Donc je suis rentrée dans le coma. Et même dans le coma, parce qu'en sortant du coma après, j'ai appris qu'ils n'étaient jamais venus me voir à l'hôpital. Mes parents étaient très inquiets parce qu'ils étaient en Afrique. Même le fait de vivre avec lui, ça le dérangeait pas de ne pas venir à l'hôpital, ça l'intéressait pas en fait. Et donc quand je sors de là, déjà même dans le coma, en fait, je disais au Seigneur, étant croyante, je disais Seigneur, si tu arrives à me faire sortir de là, en tout cas, je me battrai pour que je sois une porte-parole en fait pour ces choses-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ce genre de choses. Et il y a tellement de tabous et il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas parler, qui n'osent pas demander de l'aide, qui se disent que c'est de leur faute et tout. Et je me suis dit, si tu me fais vivre cela et que tu m'arrives à me faire sortir de là, il faudrait que je sois, en fait, je ne pourrais pas me taire et je ferais... Voilà, c'est la promesse que j'avais faite à mon Dieu, en fait. Elivra, on sait aujourd'hui que tu es une femme forte. Tu as vécu pas mal de choses et ça, ce n'est que la première partie. On va en revenir tout à l'heure, juste après la pub. À tout de suite. Alors, nous sommes de retour sur le plateau du club. Nous sommes toujours avec notre invitée Elvira, donc, qui nous partageait son histoire, son vécu. Niki nous a rejoint. Voilà, j'espère que ta pause, ça a été. Super. Alors, Esther, tu es toute sereine? Je suis très touchée par son histoire. Bien sûr. Mais bien sûr, très curieuse de savoir comment est-ce qu'elle a pu s'en sortir de tout ça. Et aujourd'hui, je vois qu'elle a une alliance. Donc, il y a eu une belle rencontre qui est actuelle. Est-ce que tu peux nous parler ensuite de cette résilience, de cette résurrection même, j'ai envie de dire? Alors donc, je décide de partir de là finalement. Je sors de là, je reprends ma vie en main. C'était pas facile, mais je me suis dit, il va falloir le faire. Tout en sachant que lorsqu'on est dans cette situation, la mienne surtout, j'avais personne qui était d'avis à ce que je sorte de là.
Donc souvent on vous dit, ça c'est aussi culturel, aussi très très culturel chez les Africains, c'est un homme, c'est pas grave, supporte, ça va aller, il va changer un jour. Est-ce qu'il t'avait épousé? Non? Même pas. Ok. Voilà, c'est ça qui est encore Dans pire. l'étude, là, c'est ça, il se comportait comme ça, là. Et votre relation en tout, elle a duré combien de temps? Donc elle a duré 3 ans et demi. Quand même. Voilà. Wow. Donc du coup, je décide de sortir de là, malgré l'avis de tout le monde. Et puis je voyais que j'étais en train de... Et puis vu ce qui venait de se passer, et on va dire quelque part, le fait que j'ai eu la grâce de revivre. Donc je me suis dit, bon là, j'ai une seconde chance, il ne faut plus faire des bêtises, il faut vraiment que les choses changent. Bien sûr. Et donc je décide de partir, je trouve mon appartement, je m'installe avec mon enfant. C'est vrai qu'au départ, on n'avait pas d'endroit où dormir parce que je suis allée chez une amie pour le temps que je puisse trouver de quoi... T'occuper de toi, voilà. de l'enfant. Et de l'enfant et déjà me remettre déjà sur pied. Et puis finalement, après, j'ai dû batailler pour trouver un logement décent pour moi et mon fils. Et il n'a trouvé aucun problème dans le fait que tu partes avec l'enfant? Non, mais pas du tout. En tout cas, je ne pouvais pas partir aussi sans. Il était hors de question que je parte sans. Mais en tout cas, il n'a pas... Il ne s'est pas opposé. Voilà, il ne s'est pas opposé en tout cas. Il m'a laissé partir. En fait, c'est un jour, il est rentré. Au moment où il s'apprêtait à rentrer, il m'a trouvé à la porte. J'étais en train de partir. Donc, j'avais déjà anticipé, j'avais déjà mis toutes les affaires dans la voiture. Et puis, voilà. Donc, je décide de partir. Je reprends mes études. Je me remets sur le monde du travail tranquillement, tout doucement. Et puis, c'est ainsi que je rencontre un ancien ami que je connaissais de longue date. Je le connaissais depuis l'âge de... Ça faisait des années. C'était le cousin, en fait, l'ami à mon cousin. Et donc, du coup, un jour, par hasard, donc je passais avec des potes et tout. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est fait, en fait, dans une conversation. Il me dit, ah, mais tu sais, tu veux que je te mette quelqu'un en conférence, en call-off? J'ai dit oui, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, c'est comme ça que je retrouve, en fait, cet ami de longue date que je connaissais. Et puis, du coup, le jour où il m'a eu au téléphone, il m'a dit, tu sais, ça fait longtemps que je te cherche, il faut que je t'épouse. Waouh. La gloire céleste, quand ça te cherche, Quand ça te cherche. C'est quoi, les grands yeux, là? Non, mais c'est vrai qu'ils sont intimidants, tu es très belle. Merci. Et en fait, moi, à cette époque-là, puisque je voulais d'abord me reconstruire, donc j'avais pris vraiment le processus de me reconstruire. Pour moi, je me disais que tant que je n'avais pas pris le temps de comprendre ce qui s'était passé, il était hors de question que je me mette en fait en couple. Et donc j'ai pris le temps de me reconstruire. J'ai fait appel au psychologue aussi parce que c'était important pour moi aussi de faire ressortir le tremplin que j'avais reçu. J'ai commencé aussi à me faire mentorer aussi, donc j'ai trouvé des mentors pour me suivre, pour m'accompagner, tout ça. J'ai fait des formations de développement personnel et c'est dans cette reconstruction que je faisais vraiment pour savoir qui j'étais, pour apprendre à m'aimer, pour réconcilier avec moi-même. C'est ainsi que je fais cette rencontre-là, que je retrouve en fait cet homme. Et je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci, mais moi en tout cas j'y crois pas, je vais prendre le temps de t'examiner, de voir un peu comment tu fonctionnes, mais là actuellement je ne suis pas du tout prête. Je sors déjà d'une relation assez bizarre, donc on m'a eu une fois, mais on ne m'aura pas deux en fait. Donc même pour me remettre en relation, il a fallu vraiment que j'arrive à me définir moi-même. C'était très important en fait. Voilà, parce que j'avais compris que la première erreur que j'avais faite lorsque je m'étais mise dans cette relation, c'était vraiment de faire le mauvais choix. Et je suis allée creuser pour savoir mais pourquoi j'ai fait ce mauvais choix. Et j'avais compris effectivement tout simplement que je n'étais pas encore prête en fait à me mettre en relation de une. J'étais juste en manque d'amour et puis je me suis dit affection. Et je suis allée comme ça. Or que c'est la chose à ne pas faire en réalité. Et en fait, j'ai compris que pour rentrer dans une relation, il était important de savoir s'aimer d'abord. On ne va pas chercher l'amour dans un couple, mais au contraire, on va apporter de l'amour à l'autre. Et l'autre aussi, c'est vice-versa. Oui, donc c'est les deux qui font l'union et qui apportent. Donc c'est comme on dit, un feu. Hein, si moi j'active le feu et que toi tu l'éteins, ça ne peut pas marcher. C'est un partenariat. C'est un partenariat tout simplement. Et donc j'avais compris toutes ces erreurs-là. C'est pour ça que j'ai bien pris le temps juste à la sortie de cette relation. J'ai pas culpabilisé, en fait, j'ai pas voulu prendre la posture de la victime, en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent cette posture-là. Oui, il m'a trompée, il m'a trahi, Non. Moi, vraiment, je me suis dit, OK, Elvira, il y a ça qui est arrivé. Maintenant, il faut que tu comprennes, en fait, quelle est ta part de responsabilité dans cette relation? Parce que dans chaque rupture, chacun a sa part de responsabilité. Peu importe, en tout cas, il y a toujours une part de responsabilité. Soit c'est nous qui avons fait le mauvais casting, parce qu'on a accepté aussi, hein, c'est ça. On ne nous a pas forcé de prendre la personne. Bien sûr. Voilà. Donc moi, j'ai compris que j'avais fait le mauvais casting, que je ne me connaissais pas moi-même, je ne connaissais pas ma valeur, et du coup, je suis allée me brader à... Voilà. Et donc, cette analyse, cette introspection prend combien de temps? Alors, cette introspection, ça prend quand même
un bon moment. Je crois que j'ai pratiquement pendant 4 ans, parce que c'était vraiment important pour moi de vraiment... Et en même temps que je faisais cette introspection, j'avais repris goût à la vie. Donc je me reconnectais avec moi-même, je reprenais des voyages, j'apprenais en fait à vivre, à m'aimer toute seule en fait, sans quelqu'un. Donc je voyageais, j'allais voir des amis, franchement je m'amusais, j'essayais de m'éclater en fait. C'est quoi le sans quelqu'un? Tu ne voyais personne à aucun moment? Non, mais c'est-à-dire que faisait... lorsque vous êtes avec un père narcissique, vous êtes avec une personne comme ça, vous centrez votre existence en fait autour sur de cette lui. personne-là. En Mais fait, à je part veux ça, dire, voilà. 4 années sans homme, c'est peut-être 4 années sans vivre avec un homme, sans relation sérieuse. Mais qu'est-ce que tu faisais exactement? Quels étaient tes rapports avec les hommes? Et ton mari actuel, quels étaient vos rapports pendant ces 4 années? Voilà, alors je l'ai trouvé, c'est peut-être à la dernière année en fait. La dernière année, C'était avancé. Voilà, à la dernière année. Mais avant tout ça, en tout cas, le rapport avec les hommes, c'était vraiment sans plus. C'était des relations amicales tout simplement. Et puis je leur disais tout simplement qu'actuellement, j'étais pas Et est-ce que prête. pendant ce J'étais temps, pas du tout tu prête. gardais contact avec le papa de ton fils? Alors c'est très dur parce que juste après la séparation, on s'est beaucoup déchiré, on était tout le temps devant les tribunaux à cause de l'enfant, pension alimentaire, garde, qui prend quoi, on te fait Ils s'en occupent? Oui, ils s'en occupent. Après, bon, voilà, on a pu trouver un terrain d'entente, mais au départ, c'est comme si en fait, c'est une sorte de vengeance. Donc on vient se venger, l'enfant devient un instrument voilà. D'accord. Donc c'était assez un peu violent. Donc la communication, ça passait pas trop. C'est vraiment au fur et à mesure vraiment que les choses se sont un peu tassées. Surtout quand je me suis mise, en tout cas avec mon mari, que les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais après, cette introspection, si on peut appeler ça comme ça t'a coûté combien au fait? Parce que tu as parlé tu as assisté à des conférences, tu as assisté à des trucs de développement personnel, tu as voyagé. Est-ce que c'était gratuit ou c'était non. Lorsqu'on décide en fait de reprendre sa vie en main, déjà la première chose, comme je vous ai dit, c'est vraiment sortir de l'état de victime. C'est vraiment ça ce qui va nous permettre vraiment de rapidement guérir et de rapidement en fait passer à autre chose. Donc j'ai dit ok, je prends la responsabilité de ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et je suis allée vraiment dans cette introspection. Il y a vraiment déjà la guérison des blessures émotionnelles. Identifier les différentes blessures que l'on a, parce qu'il y a plusieurs types de blessures et chaque blessure ne se traite pas de la même manière. Donc, j'ai pris le temps d'identifier toutes les blessures que j'avais et ensuite travailler sur ces blessures-là. Après, quand j'ai fini de travailler sur ces blessures-là, je suis allée à la découverte en fait de mon potentiel. Quelle était ma mission de vie? Parce que je sentais que le travail, les formations que je faisais, il n'y avait rien qui m'inspirait, qui me faisait vibrer. Passionnait. Voilà, qui me passionnait. Donc j'ai eu la chance effectivement après de pouvoir travailler dans différents grands groupes du 440, mais malgré plus j'avançais, plus j'avais l'impression de m'éloigner de ma destinée en réalité. Et puis finalement, je me marie, donc comme des choses se passent super bien avec mon époux, donc je me marie. Et quand je décide de me marier, donc je lui explique un peu plus ou moins ma vision des choses. Avant de me marier aussi, j'ai pris le temps en tout cas d'avoir en fait une idée du mariage que je voulais, le type d'homme que je voulais. Ça, c'est des choses aussi qu'il faut travailler avant de se mettre avec quelqu'un, c'est super important. Donc j'avais pris le temps de faire tout ce travail-là. Et c'est pendant ce travail aussi que j'ai finalement découvert aussi ma mission de vie. Parce que je trouvais que le travail que je faisais ne me correspondait pas. Lorsque j'étais un peu plus jeune, mon rêve, c'était vraiment de pouvoir... Je me voyais en fait avec une blouse en train d'aider les femmes à concevoir l'enfant, c'est-à-dire une obstétricienne. D'accord. Et en fait, par rapport à des raisons financières et puis des problèmes familiaux, je n'ai pas pu effectivement exercer. Donc j'ai fait la première année de médecine et puis après j'ai arrêté, je me suis lancée directement dans le monde du travail. Et donc ça, c'était quelque chose qui m'était resté en travers de la gorge parce que c'était mon rêve en fait. Je voulais ça, pas autre chose. Il n'y avait aucun métier qui ne me passionnait. Donc par dépit, je suis allée faire une formation en fait en gestion d'entreprise et parce que je suis passionnée par l'entrepreneuriat et aussi j'ai fait un DSCG pour la comptabilité, pour pouvoir effectivement avoir des notions de comptabilité. Et en avançant, donc je faisais de l'audit dans les entreprises. Je trouvais que ça n'avait rien à voir avec la personne que je suis. Je suis quelqu'un, je me nourris beaucoup du contact humain, j'ai besoin de parler avec les gens, je suis bavarde et tout. Tu as besoin d'écouter aussi. Voilà, j'étais pas du tout dans ce que je voulais. Et quand j'ai fait une pause, j'ai arrêté, je me suis mise au chômage. J'ai vraiment j'ai demandé vraiment à me faire coacher. Et comme je vous ai dit, je faisais des conférences, mais c'était pas gratuit, c'était payant. Je parcourais des pays pour aller me former, mais vraiment sans compter, sans calculer, parce que pour moi, c'est un investissement sur moi. Bien sûr. Voilà, c'était pas une dépense, mais c'est un investissement. Une dépense, c'est quand on achète quelque chose qui est futile, ça peut être, on va dire, une robe qui va pas m'apporter forcément un retour sur investissement. Et qui est périssable. Voilà, qui est périssable. Or, je sais que là, c'est de l'information, c'est de la connaissance, et ça va vraiment m'aider. Et c'est ainsi que je découvre finalement
ma vocation, c'était vraiment libératrice de potentiel. J'étais vraiment attirée par ça. Mais au départ, j'ai failli refuser cela. J'ai failli repousser cela parce que je me disais aussi, OK, je vais le faire, mais qu'est-ce que l'on va dire? Déjà, la connotation dans ce métier, en fait, déjà tout ce qui concerne le coaching, c'est souvent mal pris. Je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Mes parents, ma famille, tu abandonnes tout ça, un super travail, une super carrière pour venir faire ça. Tu gagnes bien ta vie pour aller t'exposer devant tout le monde, aller exposer ta vie. Pourquoi tu veux faire ça? Donc j'avais un peu le syndrome de l'imposteur et puis en même temps, je ne voulais pas me lancer. Je me disais, qu'est-ce que les gens... C'était difficile aussi pour moi. Et puis finalement, un jour, je décide de sauter le pas. Donc je dis à mon époux, je dis, écoute chérie, j'ai trouvé ma vocation, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé mon couloir, je veux faire ça. Il me dit, c'était difficile aussi pour lui parce qu'il voyait, d'accepter, parce qu'il voyait en fait le niveau, le train de vie qu'on avait. Puis il me dit, mais ça gagne quoi? On va voir quoi? En plus, c'est incertain, on ne sait même pas si ça va marcher. Ça va être compliqué. Et donc, au départ, comme il est assez ouvert, malgré lui, il m'a quand même soutenu. Donc, au départ, il ne me soutenait pas en fait. Au départ, il voulait voir si c'était assez sérieux. Donc, au départ, il ne me soutenait pas, ça me faisait aussi mal. Et j'ai commencé en fait j'ai fait une formation, donc je suis allée dans une école suisse pour pouvoir effectivement me former. Et ensuite, lorsque je sors de là, donc je commence à faire des formations, des coachings, donc je commence à faire des lives. Et puis au départ, il se moquait même de moi. Il disait, mais c'est quoi ton truc, ton histoire, franchement, et tout. Il ne comprenait pas. J'avais des enfants qui étaient autour de moi, qui me soutenaient vraiment, qui étaient là. Et puis finalement, un jour, tellement que c'est dur pour moi, donc j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, en tout cas, si c'est toi qui as voulu que je fasse ce métier, que j'abandonne tout ce que je sais, le sacrifice que j'ai fait en abandonnant ce que je fais pour faire ça, il faut vraiment que tu touches le cœur de mon mari parce que c'est mon partenaire et je l'aime. Oui. Donc c'est une vision, si c'est pour la faire toute seule, je ne peux pas, j'arrête. Donc soit tu lui parles et il change, il m'accompagne et on y va dans la barque, soit franchement ça va être compliqué. Et donc je priais comme ça, et jusqu'à un jour où vraiment j'ai vu mon mari tout seul, il est venu, il a réuni tous les enfants, il a dit, à partir d'aujourd'hui, on va soutenir maman dans la vision qui a été donnée. Oh, c'est mignon. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment lui il est pratiquement mon manager, il est mon coach, il est tout. Et aujourd'hui, tu as combien d'enfants? J'ai 4 enfants aujourd'hui. 4 enfants. Voilà. Wow. Donc ça se passe super bien. Merci à lui, franchement. C'est super bien, c'est lui qui me permet de faire les voyages, c'est lui qui m'accompagne dans tout ce que je fais. En tout cas, c'est grâce à lui aussi parce qu'il me donne une certaine liberté qui me permet aussi de m'exprimer aussi. Et au départ, comme il a vu vraiment que j'étais vraiment passionnée par ce que je faisais, c'est ça aussi, parce qu'il y a des femmes aussi parfois qui se plaignent, qui se disent, mais oui, mon mari ne me soutient pas, c'est parce qu'en fait, tu n'es pas sérieuse dans ce que tu fais et tu ne fais... Il y a tout ça en fait. Et donc quand il a vu que vraiment ça a changé des vies, ça a transformé, que les gens vraiment aimaient ce que je faisais, que ça portait du fruit, donc et puis avec mes prières en tout cas, ma disposition, ma manière de faire les choses aussi, j'étais aussi à l'écoute de ce qu'il me disait. Donc finalement il a embarqué aussi l'aventure. Et donc aujourd'hui on travaille ensemble en tout cas dans l'aventure en fait. Alors à entendre ton histoire, franchement c'est beau. Mais d'où on vient, je trouve que... Il y a pas mal d'étapes quand même. Oui, il y a beaucoup d'étapes. Et aujourd'hui, tu as pu te reconstruire. Donc, je vois sur ton livre, c'est écrit le parcours d'une survivante. Et renaissance. Hein. C'est ça, et renaissance. Donc, à l'intérieur de ce livre, il y a pratiquement toute ton histoire. Tout à fait. À l'intérieur, en tout cas, franchement, sans tabou, je prends le temps vraiment de parler des parties très importantes. Je parle en fait du célibat, que c'est vraiment une partie vraiment très importante en fait de notre histoire. Souvent on a l'impression de prendre le célibat comme une tare, mais en réalité c'est pas une tare, c'est vraiment la partie de notre vie où on doit vraiment maximiser sur nous, se former, apprendre à se connaître, se préparer, s'épanouir. C'est pas dans le foyer on s'épanouit, c'est avant. Le travail doit se faire vraiment avant en fait. Et quand on le fait avant, c'est même pas pour le foyer, même pour nos affaires. Si aujourd'hui on veut vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, il est important de se reconstruire, d'identifier nos forces. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, lorsque je me suis lancée j'ai créé aujourd'hui Host Révélé, qui est une entreprise aujourd'hui qui accompagne vraiment toutes ces personnes-là. Donc on accompagne même des chefs d'entreprise, on intervient aussi, on est une entreprise certifiée par l'État français, on a un agrément. Tout ce parcours-là, toute cette force, cette rage que j'ai eue, c'est parce que j'avais compris la valeur que j'avais en fait. Vous voyez ? Et ça se fait vraiment pendant le célibat. Quand les filles sont encore jeunes, au lieu de les inciter à aller rentrer dans les foyers comme ça, c'est de prendre vraiment le temps d'éduquer nos filles. Elles n'ont pas fini de grandir. Elles n'ont pas fini de grandir pour certaines. On les pousse directement à rentrer. Oui, vas-y, tu vas être jeune fille, il faut te caser rapidement. On nous fout la pression et tout, il faut te marier. Oui. Et en fait, cette pression, elle nous pousse à aller parfois faire du n'importe quoi. Et des mauvais choix. Voilà. C'est vrai. Donc c'est vraiment important vraiment de prendre le temps de... Surtout la première question qu'il faut se poser, c'est quelle est ta mission de vie ? Quel est ton but, ton objectif sur la Terre en fait ? On doit avoir au moins une vision
de là où on va, même si on n'a pas forcément tous les tenants ni les aboutissants, la mission de vie, c'est comme un puzzle. Donc, c'est des petits bouts qu'on associe et finalement, on finit par comprendre. Moi, ça a été tout un parcours, en fait, tout un cheminement que j'ai fait pour comprendre que j'étais appelée à ce métier-là. Le jour où j'ai compris que j'étais une révélatrice de potentiel, c'est parce que j'ai le déclic, j'ai fait le rapport entre obstétricienne et libératrice de potentiel. C'est aider les femmes vraiment à naître, à activer leur destinée et à naître et enfanter vraiment de leur projet, de leur passion, être vraiment celles qu'elles sont appelées à être sur cette terre, en fait, oser être soi. Et c'est pas pour rien que j'ai nommé mon entreprise Ose te révéler, c'est oser être soi. Oser être cette personne que tu dois être, pas ce que ta mère, ton père te dit d'être, en fait. Pas ce que la société te dit d'être, mais d'être toi. Mais pour être toi, il faut que tu saches qui tu es, en fait. déjà. C'est clair. En tout cas, Elvira, ton histoire est vraiment très inspirante et je pense qu'elle vous inspire aussi. Si on veut se procurer le livre, est-ce que vous avez un point de vente Alors actuellement, j'ai un point de vente ici sur Abidjan. D'accord. J'en ai amené quelques-uns, donc j'ai le point de vente. En fait, c'est le FARD qui s'en occupe. C'est une ONG qui est celle qui m'a fait venir, qui m'a invité ici à Abidjan pour la conférence. Donc, c'est elle qui s'occupe actuellement de vente. Donc, je suis en train de travailler pour avoir des points de relais ici. Mais sinon, depuis la France, sur mon site internet www.ose te révéler, on peut avoir toutes les informations pour le livrer. Donc, on livre facilement partout en Afrique. Ça, c'est pas un souci. Donc, il suffit simplement de nous contacter sur notre numéro et on fait le nécessaire pour la livraison. Est-ce que vous pouvez donner le numéro ou Alors, après, on pourra mettre au bas. Tout à fait. Alors, le numéro, je ne l'ai pas, j'ai pas mémoire. de C'est mémoire, pas bien grave. mais je mets le site internet www.ose, donc comme oser, O-S-E, te révéler, T-E-R-E-V-E-L-E-R. C'est ça. On essaiera de vous donner un peu plus d'informations au bas de l'écran. En tout cas, on revient juste après, on part pour une petite pause publicitaire. À tout à l'heure. Et oui, nous sommes de retour sur le plateau du club. On va passer à une autre étape, si tu nous permets. On va partir pour Inbox et c'est maintenant. Alors j'en parlais au tout début de l'émission, notre rubrique Inbox, c'est le moment qu'on préfère tous. C'est la partie où on reçoit plein d'ondes positives, de motivation aussi de la part de nos téléspectateurs. Et on va commencer là maintenant tout de suite avec le premier message qui va s'afficher à l'écran. Dis donc. Salut les CP du club, je vous suis toujours. Mais mes sujets d'aujourd'hui là, moi aussi j'ai fait 2 fois jumelle. C'est hashtag je suis jumelle. Oh là là, merci beaucoup CP. Elle a fait 4 fois jumelle. 2 grossesses gemellaires. Dis donc. Ouais. Là, par contre, je sais pas, j'arrive pas à reconnaître Moi celles aussi. qui sont répétées 2 fois. Mais je pense que celles qui sont au milieu C'est sont celles les de dernières. Je pense que c'est celles-là qui sont au milieu. Moi, je pense que celles qui sont au milieu là, elles sont à part. Et puis à l'extrême, ce sont les mêmes. Genre dans des d'accord. tenues Les deux, ce sont les différentes. mêmes. Enfin, je crois. Ouais. Genre, et puis. En tout cas, vous êtes elles sont mignonnes. magnifiques. En tout cas, tu es bénie. Vous êtes trop Merci mignonne. beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. On vous fait plein de bisous depuis votre position. Allez, on va passer donc au dernier des messages. Oula, Wow. d'accord. Alors, bonjour le club, moi c'est Gamawile Ferdinand Steven depuis le Cameroun. Belle Je famille. suis cette émission depuis quelque temps et je ne peux plus m'en passer. J'avoue que vous êtes très professionnel dans ce que vous faites et surtout vous êtes magnifique. Esther, l'amour que j'ai pour toi est comme celui du pasteur avec sa Bible. Me flag mes sous. Antonella, Me flag mes sous. Antonella, quant à toi, l'amour que j'ai pour toi, il est comme celui du bandit et son pistolet. Boum. Et toi, Nikichou, ta part est comme celle du prêtre et son chapelet. Bref, en gros, je vous love grave. Rendez-vous à la Cannes. Oui, d'accord. même En tout si cas, on va Steven. vous gagner et ce sera nous les champions d'Afrique. Venez quand même à la Cannes. Oh là trop là, top. franchement, ton message Tu nous fait poète, tellement hein? rigoler. Attends, et c'est ce qu'on aime. Hein. Pardonnez Oui. l'accent. C'était juste pour rire. Je sais que je ne suis pas bonne. Oh, c'est trop top. C'est trop top. Merci. Oh, bisous, bisous. Oui. On se voit à la Cannes et la belle famille, vous savez, comme d'habitude. C'est nous, c'est chez nous cette fois-ci. Donc, Franchement, j'ai bien aimé le message, surtout la partie où il dit celui du pasteur avec sa Bible. C'était bien. prêtez bien son trouvé. chapelet. Me Mais flag mes sous. j'avoue que ça m'a touchée parce que Oui, ça oui. là, c'est l'instrument du pasteur. Hein. Bon, souvent, Mais les hommes ont une inspiration qui nous dépasse au fait. Eh, Quand c'est ils comme sont ça. dans leur poésie, On là. n'a pas dit que tu es mal intentionné, mais c'est pour ça qu'ils nous blaguent et puis un matin on est là. Parce qu'avec des mots comme ça là.
Et franchement, voilà, hein, vous êtes notre source d'inspiration, vous nous faites du bien, ça nous motive, hein, ce genre de message. Continuez de nous envoyer plein sur le 07 99 24 24 24. En tout cas, Elvira, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Nous, c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos téléspectateurs qui nous regardent actuellement pour motiver une dernière fois? Alors mon dernier mot de la fin, c'est vraiment encourager, surtout la gente féminine, à prendre conscience de la valeur que l'on a. Il est important que la femme comprenne qu'elle a du potentiel. La femme, toutes les femmes sont multipotentielles. Il n'y a aucune femme en fait qui ne sait rien faire et qui ne vaut rien. Nous avons un leadership d'influence. Lorsque nous sommes quelque part, que ce soit dans nos foyers, dans la société, dans les entreprises, nous apportons et nous dégageons quelque chose d'extraordinaire que les hommes ne peuvent pas apporter. Et la femme, elle est là pour adoucir, pour accueillir, pour prendre soin. Elle a une puissance extraordinaire. Et donc, il faut qu'on prenne conscience de cela, qu'on arrête de se faire traiter comme du bétail. N'acceptez pas qu'un homme vous batte. Enfin, en tout cas, c'est très important. Moi, j'ai vécu cela et j'ai payé en fait les pots, les frais qui vont avec. Donc vraiment, si je suis là, c'est vraiment pour vous faire passer ce message que vous êtes plus que ce que vous pensez. Prenez le temps de vous découvrir, de travailler sur vous, d'investir surtout sur des formations. Et la formation, ce n'est pas juste la formation qui vous pousse à aller avoir un bac, un BTS ou un diplôme de l'université. La formation, c'est toutes les choses que vous pouvez apprendre, même sur YouTube, peu importe. Cultivez-vous, prenez le temps d'enrichir en fait votre âme avec des choses qui vous apportent quelque chose de positif dans votre tête. Et vous allez voir que votre vie va changer. Mais surtout, ne rentrez pas dans un désespoir qui vous pousse à vous dire que vous ne valez rien. Et sachez aussi que peu importe votre situation actuelle, peu importe ce que vous avez vécu, tant que vous vivez, il y a toujours de l'espoir. Je suis la preuve palpable qu'on peut traverser des situations, on peut baver, on peut pleurer, mais il y a toujours un jour, si on décide de devenir responsable, si on décide de se battre pour ce souffle de vie qui est tellement précieux, on peut toujours s'en sortir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est parfait. Elvira. Donc voilà, hein, c'était Elvira Bikoua qui était avec nous aujourd'hui. Franchement, merci beaucoup, c'était un plaisir. N'oubliez pas de récupérer ce livre et de le lire. Donc c'était La Renaissance, c'est bien ça, le parcours d'une survivante. On vous souhaite une excellente après-midi et à très vite pour une nouvelle émission. Bisous à vous. Au revoir. Merci Elvira, c'est incroyable.